je suis ravi d'accueillir ce matin pour cette table ronde sur les nouveaux business models et financement de la MedTech. Marie-Sophie, directrice d'investissement à IRD Souridec. Jean Briac, Laine, directeur d'investissement dans le pôle biotech et écotech de BPI France. Et Stéphane Tollander, vice-président de France Biotech et co-CEO de Aptera et co-fondeur d'Agora Health. Je vous propose, avant de démarrer cette table ronde et les différents sujets, de vous laisser la parole une petite minute chacun pour vous présenter. Marie-Sophie. Ok, merci, je suis ravie d'être là pour discuter de ce sujet capital dans les medtech. Donc pour faire rapidement, je suis directrice d'investissement sur la partie innovation chez IRD Capital Investissement, donc un fonds d'investissement qui entre au capital d'entreprises qui sont situées sur le grand quart sud-ouest de la France, donc région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. On a un peu plus d'un demi-milliard sous gestion, ce qui nous permet de couvrir d'entrer au capital de sociétés à tout type de développement. Donc pour ma part, étant sur la partie innovation, j'utilise deux instruments. L'outil IRD 3, qui est un fonds d'amorçage, donc très orienté deep tech et très focus sur la santé. Et un autre fonds plutôt dédié aux séries A qui s'appelle Ailis Innovation 2, qui lui est plutôt sur le digital, donc complètement dans le thème digital et santé. Merci. J'ai mon micro, c'est bon. Bonjour à tous, Jean-Marc Lenné, moi je suis pharmacien de formation, travaille une petite dizaine d'années dans différentes sociétés de gestion sur des fonds de capital risque biotech, medtech. J'ai rejoint BPI France il y a 5 ans maintenant en tant que directeur d'investissement sur le fonds patient autonome, donc il y a un véhicule d'une centaine de millions d'euros dédié à la santé numérique. Et bonjour à tous, donc Stéphane Tollander, moi je suis entrepreneur, ça fait une quinzaine d'années que j'entreprends dans le numérique et la santé numérique. J'ai créé 6 sociétés et donc au sein de France Biotech, je m'occupe de toute la partie santé numérique. Il faut savoir que comme son nom l'indique, France Biotech était au départ un réseau d'entrepreneurs de la biotech. On a aujourd'hui 800 sociétés dans la biotech, la medtech et la santé numérique. On a créé le pôle santé numérique en 2020, il y avait une vingtaine de boîtes qui se réclamaient de la santé numérique. On en a 250 aujourd'hui. Voilà, donc on a eu une vraie croissance du nombre d'adhérents qui développent des solutions de dispositifs médicaux, d'IA pour la découverte de nouvelles molécules par exemple. Et donc on a vraiment accompagné cet essor du numérique en santé et de l'IA appliquée à la santé. Et on représente environ un tiers des sociétés du secteur aujourd'hui. Merci à vous trois. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, une première question sur ces modèles économiques et comment financer les entreprises dans la medtech. Marie-Sophie, vous pouvez peut-être déjà démarrer. Ok, alors c'est une question importante parce qu'on le sait, dans ce domaine-là, il peut réellement avoir des innovations de rupture. Mais ces innovations, si elles ne sont pas de toute façon adossées à un business model qui est solide et qui est viable, elles ne vont pas sortir de la paillasse, elles ne vont pas être confrontées au réel. Et c'est particulièrement vrai pour les medtech parce elles ont quand même des contraintes fortes qui leur sont propres et les conférences de ce matin l'ont bien montré. Ça peut être des cycles de développement qui sont longs. On a parlé, il y a eu beaucoup de questions sur la partie réglementaire. Il faut la validation technique. Sur la partie commercialisation, la stratégie peut être d'obtenir ce remboursement. Donc il y a cette dépendance-là. Et puis ensuite, il y a l'adoption médicale qui peut être plus ou moins longue. Donc déjà, beaucoup de verrous. Donc avant de pouvoir cocher toutes les cases pour pouvoir être commercialisées, les sociétés doivent financer leur R&D. Donc souvent, là je vais prêcher pour ma paroisse, elles se financent par des levées de fonds. D'ailleurs, il y a Volta qui a levé pas mal de fonds. Donc, une fois que ces sociétés ont renforcé ces fonds propres, il y a énormément de dispositifs non dilutifs, donc des financements qui sont capables d'aller chercher et de mobiliser. Et ça, c'est très important de le faire pour aller jusqu'à l'étape de commercialisation. Et de toute façon, pendant ces levées de fonds, les investisseurs vous vont poser la question quelle va être votre stratégie, quel sera votre business model. Donc, en santé, il en existe plusieurs. Ça peut être est-ce que je vais
vais faire de la vente de produits, du dispositif médical classique? Est-ce que ce sera associé avec une partie software? Est-ce que ça va me générer du revenu récurrent avec cet abonnement? Est-ce que je serai un pur player SaaS, donc software as a service? Et on voit avec l'émergence de l'intelligence artificielle et de toute la réglementation qui est en train d'évoluer, et ça a déjà été précisé ce matin dans les conférences sur l'importance de la donnée, on parle maintenant de business model drivé par la data, quoi. Voilà, donc pour faire vite, les différents types de business models possibles. En préparant la table ronde, vous nous avez dit il y a beaucoup de dossiers sur lesquels vous avez ce mot intelligence artificielle, mais peut-être pas toujours à bon escient. Est-ce que vous pouvez peut-être commenter par rapport à ça? Ok, donc effectivement, on le voit en fonction des périodes, il y a des buzzwords. En ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Donc tous les decks que l'on reçoit, donc quand les sociétés sont en levée de fonds, il y a le mot IA qui est calé dedans à un moment donné. Nous, ce qu'on regarde, c'est juste de voir qu'est-ce qu'apporte cette IA, quelle est la valeur qui va être créée. Est-ce que c'est juste un nice to have et c'est juste pour faire du AY washing, ou est-ce que non, c'est vraiment nécessaire et c'est important. Et ça a été déjà évoqué ce matin sur la nécessité. Ça apporte. Oui, peut-être juste pour rebondir là-dessus, l'IA, parce qu'on parle de solutions d'IA en medtech, l'IA c'est un mot relativement vaste, un petit peu fourre-tout. Faut pas oublier que c'est juste un outil, c'est pas une finalité, et la finalité c'est ce qu'on apporte aux patients, aux cliniciens, au système de soins, à l'établissement, et en fonction de ce qu'on apporte, c'est là où on arrive à définir quel est notre modèle économique, quel est le chemin entre guillemets pour monétiser de manière la plus intelligente la solution. Donc, juste pour donner un exemple, parce qu'en France, c'est vrai qu'on est quand même assez centré sur le remboursement. On n'est pas habitué à payer, on a un système de soins. Généralement, les établissements ne vont pas forcément lancer des investissements massifs, à moins de bénéficier de subventions ou d'engagements politiques assez forts pour commencer à se moderniser sur ces sujets-là. Pour donner un petit peu de perspective au niveau des États-Unis, au niveau de la FDA, en mars dernier, il y avait 1016 solutions d'IA approuvées par la FDA. Sur ces 1016, il y en avait 8 qui bénéficiaient du remboursement. C'est-à-dire que toutes les autres doivent s'inventer un nouveau modèle économique. Et quand on regarde que ce soit sur des modèles licences basés sur un nombre de lits, un nombre de patients, les modèles SaaS, que ce soit du pay-per-use, que ce soit du revenue sharing, tout ce qu'on entend sur la démonstration de la valeur ou sur l'approche héroïste, à chaque fois, ça dépend vraiment des spécificités du produit, de la solution, comment il va être intégré dans le système de soins, à qui il va bénéficier et dans quelle mesure on est en capacité de démontrer cette valeur, qu'elle soit médicale ou médico-économique. Donc on pourra approfondir un peu le sujet après, mais voilà, il ne faut pas perdre de vue la finalité qui est le bénéfice pour le patient, système de soins, professionnel de santé. Ouais. On reviendra sur ce sujet-là, sur la valeur, parce que je pense que c'est un point très très important. À qui va bénéficier la solution, qui va payer, et c'est quoi le ROI? Et je pense que c'est, comme vient de dire Jean-Briac, c'est essentiel quand vous devez définir votre modèle économique. Peut-être justement dans ces modèles un peu alternatifs ou mixtes, est-ce que Jean-Briac ou Stéphane, vous pouvez commenter là-dessus? Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme exemple que vous avez pu voir aussi? Je pense qu'il est important de mentionner le parcours. Et Marie-Sophie le rappelait, créer une société qui embarque de l'IA si on veut en faire un dispositif médical, c'est un chemin qui est long, parce qu'il y a un certain nombre de validations scientifiques, techniques, d'intégration, de développement jusqu'à l'obtention d'un marquage, éventuellement la conduite d'une étude clinique s'il y a une visée de démonstration de la valeur, que ce soit du ROI pour l'établissement acheteur ou dans certains cas, l'obtention d'une prise en charge par des assurances, ce chemin est long. Et donc, on voit quand même un certain nombre de sociétés du dispositif médical se dire, finalement, j'ai une IA, j'ai un algorithme, je vais peut-être aussi pouvoir l'utiliser comme biomarqueur pour les études cliniques, et donc avoir un modèle d'accès qui ne va pas reposer sur un marquage CE ou une étude clinique à visée de remboursement, mais directement vendre le biomarqueur. Ce ne sera pas forcément le marché final de la solution, mais ça permet déjà de générer du chiffre d'affaires. Et je pense que c'est extrêmement important pour les sociétés, surtout si le chemin, c'est 4, 5, 6 ans avant la mise sur le marché, de pouvoir générer du chiffre d'affaires
tôt, d'autant plus que les technologies avancent vite et que 5-6 ans, quand on démarre avec une techno et qu'on se dit qu'elle sera sur le marché dans 5-6 ans, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose de plus disruptif qui arrive entre-temps. Donc ça, c'est quand même les modèles mixtes, ou en tout cas d'approche un peu pragmatique qu'on voit et qu'on recommande aussi à beaucoup d'entrepreneurs. Et après, bon, il y a tous les sujets d'IA en santé qui ne concernent pas la medtech et qui vont plutôt concerner la mise en capacité ou l'accélération de la recherche pharma, biomédicale. Ce n'est pas le sujet du jour, mais les gros investissements, les très grosses levées de fonds qu'on a vues en IA en santé, je pense à Isomorphic par exemple, 600 millions d'euros, étaient plutôt sur ce volet-là et pas forcément dans le DM, puisque le DM pose ses enjeux de développement, d'accès, d'autorisation de mise sur le marché avec un marquage CE et de modèles économiques qui ne sont pas évidents, qui, voilà, je ne sais pas, sont peut-être un tout petit peu moins attractifs dans la hype IA en santé que cette partie recherche biopharma. Ouais, je pense que ce qui est important de rappeler, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est qu'il n'y a pas un modèle économique spécifique pour chacune des sociétés. La plupart ont des modèles économiques qui sont mixtes, soit au cours de la vie de la société, parce qu'effectivement, on n'arrive pas avec le même niveau de preuve, le même niveau de validation. Il y a des axes, des voies de monétisation qui peuvent être différents. Le chemin peut être très long en vue de la démonstration de la valeur clinique ou en vue de l'obtention d'un remboursement. Donc, il y a plein de modèles économiques transitoires qui peuvent permettre de soutenir, entre guillemets, la croissance de l'entreprise, de permettre l'entrée d'investisseurs à son capital. On évolue un petit peu par étapes, et même quand la société est un peu plus pérennisée, il y a beaucoup de modèles mixtes où on pourra avoir une vente directement auprès d'établissements de santé, d'une part, des collaborations avec des industriels pharmaceutiques, que ce soit dans un cadre clinique, d'évaluation clinique ou de routine clinique. Voilà, donc on peut avoir différents modèles économiques qui coexistent. Une fois encore, tout dépend vraiment de l'usage du produit et entre guillemets, quelle est notre capacité à démontrer la valeur pour le payeur, pour l'utilisateur. On avait parlé aussi sur l'imagerie, donc peut-être donc si vous pouvez un peu illustrer sur un exemple en imagerie de ces modèles un peu mixtes justement. Donc voilà, ça serait bien, je pense pour. Oui, bah, l'imagerie, je pense que Jean-Briac le rappelait, il y a eu énormément d'autorisations FDA en IA, 90% d'entre elles concernent de l'imagerie. Donc il y a quand même deux catégories d'IA dans le dispositif médical. Il y a celles qui vont être basées sur l'imagerie et les autres, j'ai envie de dire, qui vont avoir une complexité parfois un peu supérieure. Et je ne le dis pas positivement, hein, c'est une complexité qui fait que c'est difficile après de déployer ces solutions-là à l'hôpital, là où l'imagerie avait une standardisation déjà un peu plus avancée. Et donc, dans certains cas, a pu déjà se déployer. Si on prend des sociétés comme Cardiologs ou Sonio, qui ont quand même réussi à trouver un marché et à faire des exits quand même conséquentes, hein, de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros auprès de grands acteurs de la medtech. On a quand même des exemples de réussite d'IA en santé, plutôt basés sur l'analyse d'imagerie pour le moment, mais qui tracent la voie de ce qui sera faisable en dehors de l'imagerie et d'IA qui sont peut-être un peu plus multimodales. Ouais, et pour reprendre l'exemple de la radiologie, donc c'est un domaine extrêmement vaste et ça regroupe aussi des solutions très différentes avec des bénéfices qui sont très différents et donc des modèles économiques associés relativement différents. On a à la fois des pures solutions d'amélioration d'aide au diagnostic. Donc là, on va être plutôt sur des modèles typiquement SaaS ou licence avec par nombre de cas, par nombre de lits. Ensuite, je pense que c'est à chaque entreprise en fonction de son secteur, en fonction de ses applicatifs, de pouvoir élaborer en co-construction avec les établissements qui vont être clients quel est le meilleur modèle. Pour certains, ils voudront plutôt avoir l'ensemble des données sur site. C'est le cas pour la plupart des grands groupes. On va être plutôt sur des systèmes de licence. D'autres, au contraire, voudront bénéficier de la flexibilité qu'offrent des modèles SaaS, si les solutions le permettent. Mais donc là, on va être plutôt sur une démonstration de la valeur clinique et l'intérêt pour l'utilisateur. On a d'autres solutions en radiologie qui vont être vraiment dédiées à la productivité. Typiquement, des solutions de recadrage ou de recalage d'IRM qui permettent de faire gagner 30% de temps sur un examen. Là, c'est même pas le praticien qui est à convaincre. Le chef d'établissement, surtout si on parle de clinique privée, comprend très bien l'intérêt en termes de rentabilité machine. Donc là, c'est pareil, on peut y avoir des engagements qui vont être beaucoup plus forts sur ces sujets-là. Ensuite, on a toutes les solutions, on va dire, qui peuvent
d'analyse d'imagerie, mais qui vont se faire plutôt dans un contexte d'identification de potentielles rechutes, de diagnostic précoce, où là, la validation clinique est peut-être un petit peu moins forte, un petit peu moins robuste, où c'est assez compliqué d'avoir une démonstration statistiquement significative du gain, mais où il y a un consensus scientifique sur l'intérêt. Donc là, une fois de plus, on se retrouve, ça va être compliqué de donner un prix pour un examen, mais on va être plutôt dans une enveloppe générale. Et donc, une fois de plus, dépend vraiment de ce qu'on cherche, de la valeur qu'on peut démontrer à court terme. Est-ce que c'est une approche purement héroïste de productivité, de gain de temps? Est-ce que c'est une approche plutôt médicale parce qu'on diagnostique mieux de manière plus précoce? Est-ce que ça permet de faire diminuer les variabilités intercliniciens pour homogénéiser un petit peu le gold standard au niveau de ces pratiques-là? Je pense que ça, c'est à chacune des sociétés de se poser la question. Et même si vous avez des solutions qui cochent potentiellement beaucoup de ces cases-là, c'est de manière très pragmatique, à horizon 2 ans, donc à peu près l'horizon de financement sur un tour de table classique, quel que soit le niveau de vie de la société. Qu'est-ce que je suis en capacité de démontrer formellement et comment je peux créer de la valeur? Une valeur tangible à la fois pour les clients, donc pour accélérer tous les aspects commerciaux, mais aussi une valeur tangible pour les investisseurs qui vient crédibiliser le projet ou qui vient diminuer le risque associé au développement produit. Donc on voit bien hein, que cette valeur et ce ROI sont clés hein, pour ce positionnement. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez dans les entreprises qui viennent vous voir des spécificités pour les entreprises qui embarquent l'IA? Et comment on va pouvoir évaluer quelles sont les méthodes pour évaluer ces entreprises-là? Peut-être Marie-Sophie? Alors, en fait, on analyse chaque dossier de manière individuelle, mais Jean Briac l'a déjà dit, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'est-ce que apporte l'IA. Et après, c'est de savoir derrière, IA, c'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses. On n'est pas forcément tous des scientifiques, mais on va quand même essayer de chercher à comprendre derrière qu'est-ce qui se cache derrière ce mot IA. Est-ce que c'est des LLM? Est-ce que ce sont des SLM? Quelle est la dépendance aux LLM classiques? Est-ce que ce sont qu'est-ce que font les réseaux neuronaux qui peuvent être développés, ce genre de choses. Donc on va avoir cette analyse d'un point de vue scientifique d'une première part. Et derrière, est-ce que c'est des solutions qui vont devoir nécessiter un marquage, une validation clinique, et à ce moment-là, savoir discuter quel va être votre roadmap réglementaire, votre roadmap clinique, et valider que les besoins et la stratégie de financement qui est associée, en fait, elle est cohérente avec ce que la société veut faire. En soi, tout est possible, il faut juste que ce soit cohérent, quoi. Donc c'est cette cohérence qu'on va analyser. Ouais, je pense que là, je parle en tant qu'investisseur, mais c'est vrai pour l'ensemble des investisseurs, quels qu'ils soient. On va toujours partir du besoin médical, essayer de comprendre le besoin, en quoi la solution qui est développée y répond. Et une fois de plus, l'IA, c'est un outil ou c'est un moyen d'y arriver. C'est pas une finalité en soi. Donc, notre préoccupation, c'est plutôt de comprendre en quoi le produit répond à un besoin, comment celui-ci pourra se développer pour ensuite arriver à crédibiliser la solution. Quand on parle d'aide au diagnostic, c'est très bien d'avoir une validation clinique, une certification. Il faut ensuite que les cliniciens aient envie de l'utiliser et confiance en cette technologie-là. Donc ensuite, la partie vraiment technique, le fait de soulever le capot en tant qu'investisseur, essayer de comprendre un peu comment ça marche, comment ça fonctionne et ce qu'il y a dessous, je veux dire, c'est un peu, voilà, faut déjà être un petit peu avancé dans le dossier pour rentrer dans ce niveau de discussion. Et peut-être en complément, c'est vrai qu'on a quand même vu beaucoup de sociétés se planter. Je veux dire simplement, on a énormément de liquidation de sociétés aussi dans le dispositif médical. Bon, évidemment, les temps en termes de financement sont durs pour les boîtes, ça je pense qu'on peut le dire, mais avoir la roadmap claire au jour 1, au moment où on crée la société, avec ou sans techno, c'est quand même souvent une techno. Hein. On voit chez France Biotech que plus de la moitié des sociétés chez nous exploitent de façon primaire des brevets ou des technologies qui ont été développées dans la sphère hospitalo-universitaire. Donc il y a quand même un substrat scientifique très fort hein, dans les sociétés dont on parle. Mais donc à partir de ce point de départ, si on n'a pas une visibilité claire sur les étapes de validation qui est très souvent oubliée, on part bille en tête en se disant j'ai une techno
Et donc, forcément, elle sera adoptée. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a parfois des solutions ou des technos qui ne sont même pas utilisés dans l'établissement, dans le CHU, où ils ont été développés. Donc ça, pour nous, c'est déjà quand même un petit red flag en se disant, si les gens qui ont développé la solution n'ont pas réussi à l'implémenter dans leur service, il y a peut-être un sujet. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de, quand on aide un peu les entrepreneurs, c'est essayer de creuser ce sujet-là. Et quand c'est utilisé, de se dire, est-ce que c'est utilisé ailleurs? Parce que parfois, il y a une équipe ou un chef de service qui dit, moi j'ai développé ça, et qui l'impose à ses équipes, et où en réalité l'usage n'est pas du tout évident dans le service d'à côté, ou alors c'est utilisé en CHU, mais en réalité ça ne sera pas utilisé en CH ou en médecine de ville pour telle ou telle raison, ou alors en France et pas à l'étranger, et donc être capable de cartographier le niveau de besoin, d'attente des outils est quand même très important, avant même de poser toutes les autres questions. Ouais, une fois de plus, on revient sur l'usage, mais quand on dit l'usage, c'est aussi le contexte d'utilisation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment comprendre le parcours de soins, la prise en charge dans lequel va s'intégrer votre solution, comprendre quels sont les intervenants, donc c'est différents professionnels de santé, des fois à la ville, à l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas trivial parce que ça va aussi vous donner les spécificités produits dont vous avez besoin. Pour certains, l'intégration dans les EHR, c'est cherry on the cake. Pour d'autres, ça va être le point central parce que vous pouvez développer la meilleure solution, le meilleur dispositif. S'il n'est pas intégré, les cliniciens ne vont pas l'utiliser parce que c'est trop compliqué, parce que ça leur ralentit dans leur pratique et le temps qu'ils gagnent d'un côté, ils le perdent de l'autre. Donc vraiment comprendre le workflow du clinicien, dans quelle manière ça va être utilisé, quel est le lien avec l'ensemble des parties prenantes, ça vous donne aussi des éléments qui sont extrêmement structurants pour votre roadmap. Et là où on peut voir, on a quand même beaucoup de sociétés, maintenant on a un écosystème qui est beaucoup plus acculturé à toutes ces questions, beaucoup de collaborations académiques sur le plan scientifique pour le développement de ces outils-là, beaucoup de partenariats précoces également avec des industriels qui peuvent aussi fournir des moyens financiers, humains, infrastructures pour faciliter l'émergence. Mais gardez bien en tête, on voit beaucoup de sociétés qui arrivent avec une preuve de concept, avec un très bel établissement, avec un partenaire stratégique vraiment de renom. Et sur le papier, c'est très beau. Par contre, le contexte d'utilisation, le contexte de validation, assurez-vous que ce qui a été validé, la manière dont c'est utilisé, c'est bien représentatif de la pratique clinique à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a des organisations de soins qui peuvent être très différentes sur le territoire et on peut avoir des très belles preuves de concept, mais au moment de passer à l'échelle, on se rend compte que ça coince, où il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées. Ça, c'est important à la fois pour le déploiement commercial de la solution en France, mais c'est encore plus important pour la scalabilité de vos modèles à l'échelle européenne et voire mondiale. Et d'ailleurs, pour compléter, Daniel, ta question, ça fait partie dans nos due deal, dans l'analyse de dossier, de discuter avec ces personnes-là et pour valider en fait comment la chaîne de valeur l'outil. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que ça peut être utilisé par certains parce que ça a été imposé, mais que ça ne répond pas finalement au vrai pain point. Et voilà, ce sera du nice to have, donc ce sera pas validé. Donc cette intégration dans la chaîne de valeur, elle est clé. C'est pour toute société, hein, mais particulièrement dans les medtech où on sait qu'il y a cette validation par les pairs qui est très important. On n'a pas parlé des KOL, donc des Key Opinion Leaders. On le voit, les sociétés qui sont structurées, qui ont un conseil scientifique et qui ont les KOL parce qu'ils sont en cardiologie et ils ont le professeur de renom, que ce soit en France ou à l'international, parmi leurs KOL. Ces boîtes-là ont plus de chances d'avoir une adoption plus rapide de leurs produits. Et même pour la validation clinique, à réussir à convaincre, trouver les différents centres, puisque selon la pathologie, on peut devoir tester l'outil sur des centaines de patients, une multicentrique, donc plusieurs centres. Ça prend du temps, il faut arriver à les convaincre. Donc voilà, de se dire, j'ai un tel qui appartient à un tel CHU qui nous pousse à fond, ce sera beaucoup plus facile. Et la capacité à aller vite pour faire tout ça. Parce qu'on le dit comme ça ne prend pas 2 mois avant la constitution d'un business plan pour valider ça. Ça c'est partie intégrante de la vie de la société, mais si on met 2-3 ans pour arriver à la conclusion que ça va être utilisé comme ci et comme ça, et qu'on n'a pas commencé le reste, je pense qu'on peut fermer boutique. Enfin, en général, on va avoir du mal. Donc il faut arriver à paralyser ça, donc cette validation d'usage au plus tôt, très rapidement, tout en construisant le reste, c'est-à-dire le marquage CE, les enjeux de validation clinique, en fonction du modèle. Voilà, donc c'est cette difficulté à paralyser ces 3 grands ensembles-là de la façon la plus rapide qu'il faut arriver à anticiper et à poser au jour 1, au moins stratégiquement.
Et surtout, une fois qu'on a bien compris l'environnement, entre guillemets le besoin, l'environnement dans lequel va s'inscrire cette solution, surtout se mettre à la place des utilisateurs ou à la place des payeurs. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de sociétés qui viennent avec des super résultats. Regardez, un intérêt énorme, une validation médico-économique. On fait gagner de l'argent au système de soins. De ça, on l'a démontré de manière statistiquement significative. Mais avec l'établissement qui est un client, ce qui représente un gain à l'échelle nationale, pour lui, ça va être une source de coût. Donc, quelles sont les raisons? Donc, c'est très bien d'avoir ce genre d'études pour l'accès au remboursement, c'est très bien. Par contre, ce n'est pas forcément ça qui va vous permettre de déployer commercialement, parce que ce qui va être perçu pour vous comme une démonstration fiable de l'intérêt médico-économique de la solution, ça va être perçu comme une source de coût et pas de revenus potentiellement pour l'utilisateur. Donc, il faut vraiment avoir se mettre à la place de l'ensemble des acteurs, avoir une perspective globale pour essayer de comprendre quel est on navigue à chaque fois sur une ligne de crête, quel est le meilleur moyen de monétiser sa solution. Oui, peut-être pour rebondir par rapport là-dessus, on le voit bien dans ce secteur, la prévention, sur lequel des modèles économiques, c'est probablement plus compliqué, c'est plus long. Donc, qui va payer? On voit aussi que l'État donc, sort des nouveaux appels à projets où la partie évaluation, et notamment évaluation à grande échelle, en vie réelle, c'est ce que vous disiez tous les trois, est très importante parce que ce n'est pas dans un hôpital qu'on veut faire la démonstration, il faut le faire au début, mais après c'est de voir sur une échelle nationale, voire européenne, voire mondiale. Et donc je trouve que les nouveaux appels à projets, notamment le challenge prévention qui a été sorti par BPI et l'AIS, va dans ce sens-là, c'est faire une démonstration à grande échelle sur au moins un territoire de la taille d'une région, voire de toute la France, de ce type de démonstration, de bénéfices que peuvent avoir les utilisateurs finaux et les payeurs, quoi. Peut-être si vous avez des commentaires là-dessus, sur justement le champ de la prévention, qui est quand même assez spécifique, et aussi peut-être ces challenges-là où on va évaluer en temps réel. Ouais, je peux peut-être rebondir sur la prévention, qu'on a monté il y a un an de ça, un accélérateur dédié à la prévention pour les sociétés en santé numérique, en partenariat avec Paris Santé Campus. On est aussi en train de, je ne vais pas faire d'annonce trop prématurée, mais on est en train de monter un véhicule d'investissement dédié aux sociétés en prévention numérique qui devrait être annoncé également dans quelques mois. Et c'est vrai que l'enjeu principal, c'est avoir des modèles économiques pérennes sur ces sujets. Et ça peut se faire, alors là, je reste uniquement au niveau français, je ne vais pas m'étendre sur les autres sujets, mais ça peut se faire qu'en partenariat, qu'en co-construction avec l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas sur ces thématiques-là, avec des industriels, des startups, les institutionnels, les différentes agences. Parce que tout le monde, et ça c'est un exemple très simple, tout le monde sait, il y a un rationnel scientifique extrêmement fort dans de nombreuses pathologies sur l'intérêt de la prévention, même l'intérêt médico-économique. Malheureusement, le fait d'avoir cette conviction collective, ça ne suffit pas à convaincre des payeurs. Donc ça, on sait très bien que c'est des études qui sont longues, qui doivent inclure énormément de patients, et donc ça, il faut s'y prendre de manière le plus précoce possible. Et on essaye justement de commencer à créer cet environnement pour faciliter et encourager l'émergence de ces solutions, mais bien évidemment, il faudra avoir, quand on parlait de modèles économiques potentiellement transitoires, c'est typiquement pour ce type de société où c'est un intérêt. On va avoir un premier modèle économique qui va plutôt être basé sur des solutions un peu traditionnelles, qui va permettre de survivre le temps qu'on fasse l'ensemble de cette validation clinique qui est nécessaire à la démonstration de la valeur de manière quantitative, et donc ensuite espérer un modèle économique, que ça soit au travers du remboursement, la prise en charge par les établissements, mutuelles ou assurances. Oui, et en prévention, il n'y a pas forcément d'IA en prévention. Il y en a. Typiquement, la CNAM va lancer une étude pour essayer de disséminer la capacité d'interprétation des électrocardiogrammes en médecine générale, puisque c'est assez peu pratiqué. Si on veut pouvoir screener la population et essayer de détecter au plus tôt le risque d'accident cardiovasculaire, il faut qu'on puisse disséminer cette expertise. Et l'IA permet ça, parce qu'on ne peut pas avoir un cardiologue expert dans chaque cabinet de médecine générale, on ne peut pas avoir un neurologue dans chaque cabinet de médecine générale, etc. Donc ça, je pense que c'est en prévention, un des gros espoirs qu'on peut avoir, c'est que l'IA puisse être disséminée de cette manière-là. Comment ces IA-là vont être adoptées en médecine générale avec
toutes les contraintes qu'on sait peser sur les files actives des médecins de ville, ça va être une des grosses questions. Donc il y aura cette expérimentation. L'IA va aussi permettre, dès lors qu'on pourra se plugger sur les bases de données et idéalement sur mon espace santé, de faire de la détection. Voilà, de screener l'ensemble des bases et des données de santé des Français pour pouvoir faire de la détection précoce et dire attention, ce patient est à risque d'avoir tel ou tel enjeu de santé. Et après, nous, ce qu'on voit, c'est, et on a répondu avec la société au challenge prévention, avec toi, sur le sujet des thérapies numériques, qui, pour beaucoup, n'intègrent pas encore d'IA, ces applications à destination des patients à usage autonome, mais qui sont en train d'intégrer de l'IA, notamment sur la version chatbot, parce que beaucoup ont été designés avant l'arrivée des LLM. Maintenant, on s'imagine bien que toute application patient qui a une dimension chatbot va intégrer ces dimensions-là pour baisser le coût. C'est quand même moins cher d'avoir du chatbot qui ressemble à un humain qu'un humain réel derrière. Il y aura toujours des humains pour vérifier, mais fondamentalement, il y a un enjeu de diminution du coût à ce niveau-là. Et on voit des briques d'IA. Hein. L'IA n'est pas forcément toujours au cœur des solutions. Sur les applications, en tout cas mobiles, pour les patients, typiquement dans la gestion des troubles alimentaires ou de l'obésité, le simple fait de prendre une photo de son repas et que ça puisse extraire l'ensemble des données caloriques et une vraie aide, plutôt que de demander aux patients de systématiquement entrer tout ce qu'ils ont mangé. Voilà. Et donc là, vous avez un taux d'adoption plus fort et potentiellement un engagement dans l'application meilleur. Et l'IA permet ça. Et nous, on est assez convaincus que si on a une meilleure adhésion des patients à des outils de cette nature-là, et que vous faites en sorte qu'ils mangent mieux, qu'ils dorment mieux, qu'ils bougent plus, vous réglez certaines pathologies, je dirais, chroniques ou immédiates, comme la lombalgie, l'insomnie, potentiellement l'obésité, mais vous faites de la prévention pour toutes les maladies et copathologies associées, et là, plus lourdes, potentiellement en santé mentale, premier coup pour le système de santé, sur les risques cardiovasculaires et sur les cancers. Ouais, je pense qu'il est bon de rappeler que là, on n'a pas vocation, ce type de solution, n'a pas vocation à remplacer le médecin. On n'est pas là pour avoir des solutions autonomes qui vont se substituer aux professionnels de santé, mais qui vont permettre d'automatiser en grande partie une partie de l'acte pour aussi réduire les coûts. Si on a des solutions d'IA, de gestion, de filtrage des alertes, de triage, de priorisation, ça permet de diminuer l'intervention en termes de facteurs humains, ce qui facilite aussi le déploiement. On a un problème d'accès aux médecins en France sur de nombreuses spécialités. Et donc, il faut voir ça comme un enabler. C'est vraiment, on ne va pas du jour au lendemain révolutionner tous ces outils-là, mais par contre, c'est vraiment un moyen de l'inscrire plus facilement dans la pratique et donc d'accéder plus rapidement à un stade commercial. Juste, je fais une petite remarque. C'est le numérique avec un H entre le N et le U que citait Maurice tout à l'heure, le numérique au service de l'humain, quoi. Peut-être juste un point sur les... on a dit le remboursement, c'était pas tout, mais il y a quand même eu certaines initiatives, notamment dans le numérique, peut-être Marie-Sophie, sur les systèmes en France et en Allemagne qui ont été mis en place ces dernières années, ces 5 dernières années. Oui, on l'a dit tout à l'heure, le remboursement n'est pas une fin en soi, mais ça peut être un chemin d'accès au marché. Et donc pour tous les dispositifs médicaux numériques, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place récemment en France qui s'appelle le dispositif PECAN pour prise en charge anticipée numérique. Donc les sociétés, une fois qu'elles ont déposé leur dossier et qu'il a été validé, peuvent obtenir 1 an de remboursement dérogatoire. Et au terme de ces 1 an, qui aura permis de prouver le gain soit thérapeutique, soit le gain même organisationnel, leur produit peut être en fait inscrit de manière pérenne dans les listes de droit commun, donc pour un remboursement pérenne. À ce jour, donc c'est un dispositif vraiment récent. En France, il n'y en a pas eu qui ont obtenu ce remboursement PECAN sur la partie DTX, donc thérapie digitale. Il y en a eu 2 ou 3 sur la partie télésurveillance. 3. Il y en a eu 3 sur la partie télésurveillance. Donc peut-être dans la salle, il y a les prochains dispositifs médicaux qui obtiendront
ce remboursement. Et ce pécan, il est directement inspiré du DIGA qui a été créé en Allemagne en 2020, qui a été très précurseur sur la prise en charge de ces thérapies digitales. Donc, il a été créé en 2020 et en Allemagne, il doit y avoir une cinquantaine de DTX qui ont eu ce remboursement. Et il y a d'autres pays de l'espace européen, notamment Europe du Nord, qui réfléchissent à des DIGA-like également pour accélérer cette prise en charge des DTX. En Europe du Nord, et l'Autriche qui va suivre l'Allemagne, l'Italie qui va avoir son propre modèle. Et en fait, effectivement, on voit que les États-Unis ont des codes maintenant dans Medicare qui vont permettre la prise en charge des DTX en santé mentale. Mais effectivement, le système pécan n'est pas parfait, en particulier pour les DTX. Et donc, côté France Biotech, on avait créé un groupe d'expertise dédié. Et on a travaillé avec les pouvoirs publics, en particulier avec le ministère, pour essayer d'allonger en particulier la durée de prise en charge. Et ça a été annoncé la semaine dernière par le ministère. Ils vont demander à ce qu'il y ait cette modification dans la loi pour qu'il y ait 2 ans de prise en charge côté pécan et qu'il y ait des interactions, plus d'interactions notamment avec la Haute Autorité de Santé, pour faire en sorte de donner plus de chances au dossier de pouvoir être favorablement évalué. Je pense que c'est très important pour avoir l'expérience, nous, au niveau de Kiomed Innov, d'accompagner la 3e société qui a eu le dispositif pécan. On voit bien que c'est une course contre la montre, que les timelines sont très importants, puisque 1 an, c'est court. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle là, que tu nous annonces, Stéphane, le rallongement à 2 ans. Donc, ça laissera un peu plus de marge à ces entreprises par rapport à... C'est pas fait. Hein. Ouais. Il faut que les députés votent quand même. Mais en tout cas, on l'a demandé chez France Biotech et le ministère est d'accord. Donc, on pousse en tout cas pour que ça se réalise. Peut-être aussi un point sur une des initiatives que vous avez lancées et que vous souhaitez aussi soutenir au niveau de France Biotech. On a parlé tout à l'heure de travailler en collaboration avec les chercheurs, avec les innovations et notamment aussi au niveau des hôpitaux. Donc je crois que vous avez lancé il y a quelques années une journée dédiée donc au niveau de France Biotech. Pour y avoir participé, c'est pour moi un très gros succès. Et je crois que vous voulez lancer justement des modèles économiques aussi, pas que sur le remboursement, mais la prise en charge par les hôpitaux. Donc si tu peux nous donner quelques éléments là-dessus. Oui, donc ça fait 3 ans qu'on organise les CHU Health Tech Connection Day en toute fin d'année, en décembre. Donc ce sera le 8 décembre à Bordeaux. On était plus de 1000 l'année dernière à Lille. Et donc c'est France Biotech et la conférence des DG de CHU qui organisent ça. Donc on a tous les CHU, les directions d'innovation, les directions générales des CHU qui sont là pour rencontrer les innovateurs en santé numérique et en santé de manière générale, mais beaucoup de numérique quand même côté hôpital. Et à force de travail commun, d'ateliers, d'apprendre à se connaître aussi, parce que c'est quand même des milieux qui sont au départ très éloignés, mais au bout de 3 ans de rencontre, on est quand même arrivé à la conclusion qu'il fallait maintenant passer à l'action et être capable de travailler sur 2 gros sujets. Un premier sujet qui est celui de l'interopérabilité, et Jean-Briac le mentionnait tout à l'heure. Si un logiciel, aussi bon soit-il, aussi performant soit-il, n'est pas capable d'utiliser les données de soins pour faire tourner un algorithme, c'est l'équivalent d'avoir une super voiture mais pas de route. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse quand même demander du budget pour l'hôpital et travailler encore une fois avec le ministère, avec l'ensemble des agences, pour enfin investir dans nos infrastructures et faire en sorte que nos beaux produits puissent avoir domestiquement les infrastructures pour se déployer. Donc ça, c'est un des gros chantiers qu'on a ouvert. Et le deuxième chantier, c'est de voir comment des hôpitaux qui ont des moyens limités pourraient mettre en commun, mais à une échelle fortement régionale, voire nationale, des moyens d'achat de solutions qui auraient été définis comme prioritaires par la conférence des DG de CHU en disant là, on a un besoin je sais pas, d'intégration des LLM pour automatiser les comptes rendus d'hospitalisation, par exemple. Eh bien, ce truc-là, on est 10, 15, 20 CHU à vouloir l'acheter, et donc peut-être qu'on peut négocier les prix et permettre à tout le monde d'accéder au marché, un marché important pour les solutions, à moindre coût pour les hôpitaux, de créer un champion français pour pouvoir se déployer ailleurs. Donc voilà, l'idée, c'est essayer de sortir des problématiques d'accès. C'est très long, les cycles de vente à l'hôpital en France sont très longs. Et très coûteux. Donc, comment est-ce qu'on baisse cette barrière-là ? Je ne sais pas si c'était l'idée, mais ça cale peut-être l'initiative NTIP aux États-Unis. Donc, en gros, qu'une sorte de forfait innovation en plus de la prise en charge globale au niveau des soins à l'hôpital. À partir du moment où cette prise en charge se fait grâce à l'utilisation de dispositifs innovants en solutions d'IA, il y a une bonification de la prise en charge.
Ça existe déjà sur le modèle américain, pas mal de solutions sont en train de s'inscrire là-dedans. Et je pense que ça pourrait être un peu un bon modèle aussi à pousser en France, à l'image du forfait innovation qu'on a connu par ailleurs. Et ça rejoint la notion de valeur de ROI, et je pense que c'est très important. On arrive à la fin de cette table ronde. Je vais laisser chacun d'entre vous une petite minute pour une conclusion, voilà, par rapport à ce sujet des modèles économiques, du financement, de la valeur et du ROI. Marie-Sophie? Ok, alors difficile de résumer en une minute tout ce qui a été dit, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est à qui je vends, comment je vais le vendre, avoir une vision vraiment long terme et particulièrement en medtech, hein, puisqu'on sait que la route peut être longue, donc avoir une stratégie claire qui va pouvoir évoluer, hein, puisque faut pas, c'est pas gravé dans le marbre, mais quand même toujours garder une vision assez lointaine. À qui on vend, comment et quelle est la création de valeur. On a beaucoup insisté sur ce mot-là, mais c'est cette valeur-là que vous allez apporter qui va pouvoir, qui va être étudiée, que ce soit en discutant avec les investisseurs ou avec les utilisateurs. Oui, je pense que je suis un peu en lien avec ce que tu viens de dire. En fait, je pense en tant qu'entrepreneur, vous avez 1 milliard de choses à gérer. C'est très compliqué et le risque de rester un peu le nez dans le guidon, il est réel. Donc ou de répondre vraiment aux besoins ou de se caler sur l'approche de vos partenaires actuels, quels qu'ils soient industriels, académiques. Donc de temps en temps, faire ce pas de côté pour se projeter à horizon 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction du modèle économique que vous souhaitez, en fonction du type de client que vous souhaitez adresser, et de se dire, est-ce que tout ce que je suis en train de faire en termes de développement technique, de validation clinique, de certification, est-ce que ça répond, entre guillemets, ou c'est en lien avec la trajectoire de croissance que je veux pour ma boîte à horizon 5 ans? Et si jamais il y a des décalages, c'est le moment de corriger le tir. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les phases amont où il faut discuter au maximum, comprendre la manière de penser. Tout le monde voit le problème, c'est un prisme, hein, chacun le voit un petit peu sous son angle, et essayer de comprendre vraiment le besoin et la vision de l'ensemble des parties prenantes pour maximiser les chances de succès de votre projet. Ouais, et peut-être au-delà de ces éléments-là, on le rappelait tout à l'heure, peut-être 99% des dispositifs médicaux numériques sur le marché aujourd'hui ont été designés avant l'arrivée de ChatGPT et des LLM. Donc il y a toutes les chances que le champ de la santé soit extrêmement bouleversé par ces outils-là. Il faut qu'on continue de croire que les outils d'IA vont avoir un impact sur le système de santé. Donc on a besoin d'avoir des entrepreneurs qui y croient sur le long terme. On a besoin d'avoir des financeurs publics et privés qui y croient, que l'État aussi y croit. Et il y a une dimension de confiance dans la capacité de ces sociétés-là à réussir et depuis la France à transformer le système qui est important, qui est intangible, qui ne se met pas dans les BP, mais il faut qu'on ait confiance là-dedans parce que sinon, l'alternative, c'est qu'on n'ait pas de solution et qu'on se retrouve avec des solutions et des plateformes tierces où les données ne seront pas chez nous, etc. etc. En gros, soyez schizophrène, c'est-à-dire réaliste qu'il y a un cadre réglementaire qui est assez rigide à court terme, on est obligé de composer avec si vous voulez accéder au marché, monétiser votre solution, mais suffisamment ambitieux pour dire que tout ça, ça va changer, et ça changera. Quel est l'horizon de temps? Je n'ai pas de boule de cristal, mais de commencer à anticiper, prendre justement ce virage-là, en partant du principe que beaucoup de règles qui vous sont appliquées à l'heure actuelle, potentiellement n'existeront plus ou de manière différente demain. Et donc, si vous ne voulez pas prendre de retard, il faut aussi être en capacité d'innover, donc être suffisamment terre à terre pour pouvoir déployer commercialement, tout en étant suffisamment rêveur et, on va dire, utopiste pour essayer de développer les solutions de demain. Merci. Merci beaucoup.